Hey, salut à tous, bienvenue à Fait de moi un humoriste. Je suis Samuel, je suis l'animateur. Aujourd'hui, avant de commencer, j'ai un truc à plugger pour une première fois, enfin. J'organise un événement bénéfice le 22 mai à Saint-Hyacinthe, un spectacle bénéfice d'humour avec 3 humoristes, William Paquet, Virginie Courtilleul, puis la mascoutaine Laurie Théroux, dans le but de ramasser des fonds pour mon voyage scolaire en Allemagne. Vous pouvez retrouver les billets au 22mai.shop, le 22mai.shop ensemble. 35 $. Venez vous amuser. Venez écouter des très bons humoristes. Puis je pense que c'est tout. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Tommy Pelletier. Peut-être que vous l'avez vu sur TikTok, le fameux Cornemuse. Mais aujourd'hui, je reçois Tommy. J'ai envie de le découvrir. Puis, salut Tommy, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir, c'est qui Tommy en dehors de l'humour? En dehors... Hey, OK, bonne question. Je suis... En dehors de l'humour, je suis pas grand-chose. Je fais... Non, mais je consacre pas mal toute ma vie ces temps-ci à faire de l'humour, à en écrire, à performer. Mais sinon, j'ai encore un petit job alimentaire. Fait que Tommy, en dehors de l'humour, c'est un serveur mercredi puis jeudi dans un restaurant de homard. Yes. En pleine journée. Oh, la grosse affaire. Faut bien payer ça, hein? Faut bien payer ça. Comment t'étais plus jeune? J'étais gêné. J'étais un enfant super gêné. Je pense que je me suis dégêné, je te dirais, en genre secondaire 4, secondaire 5, quand j'ai vraiment rencontré ma gang de chums, puis que l'on s'est mis à déconner, puis tout ça, puis j'ai catché que j'aimais l'attention que ça peut m'apporter de faire rire le monde. J'étais comme, OK, ça peut être cool. Est-ce que t'as toujours été drôle? Est-ce que ça t'a permis justement de te dégêner, de prendre l'attention en faisant des blagues? Je pense pas. Non, j'ai pas toujours été drôle, mais quand j'ai découvert que j'étais capable d'être drôle, là, ça m'a permis d'accéder, genre, à tout un autre univers de ma personne. OK. Ouais. C'est quand que ça t'est venu en tête d'essayer d'être humoriste ou de pousser vers ce côté-là? D'essayer d'être humoriste, je te dirais, je viens de Québec à la base, puis quand j'allais au cégep, je viens de Québec. Je viens de Donnacona, qui est à genre 20 minutes de Québec, fait que je voyageais en auto pour aller au cégep, puis j'écoutais des podcasts d'humour. J'écoutais sous-écoute en voyageant tous les jours, puis j'étais comme, OK, tu sais, ça montre que c'est peut-être plus accessible que je pensais de faire de l'humour. Puis là, c'est juste une idée qui m'est restée dans ma tête. J'ai continué mes études. Puis une journée, j'étais... Tu sais, je savais dans le fin fond de moi que je voulais faire de l'humour, mais je savais pas juste comment accéder à ça. Puis à un moment donné, j'étais à l'université. J'étudiais en enseignement de l'anglais. Puis je checkais, tu sais, on était peut-être genre 100 dans la classe. Puis je regardais, il y avait le prof qui parlait en avant. Puis j'étais comme... Il y a personne qui l'écoute. Lui, il est là en avant, il donne genre son cours, son show. Puis il y a pas un hostie de chat qui écoute qu'est-ce qu'il dit. Puis je me suis levé, j'ai fait non, c'est pas ça que je vais faire dans la vie. Je me suis levé, puis je suis parti. Je suis arrivé chez nous, puis c'est là j'ai dit à mes parents, ouais, je vais faire de l'humour. Puis ils étaient comme, comment? J'étais comme, je sais pas, moi je vais découvrir comment. Puis j'ai déménagé à Montréal pour faire le plus de shows possible, aller faire les cours du soir de l'école de l'humour, aller apprendre le plus possible sur le milieu. OK, t'as pas commencé à Donnacona ou dans la région de Québec? Non. Est-ce que c'est parce que tu trouvais pas l'opportunité là-bas? Ben, c'est surtout que je voulais commencer par apprendre à écrire, puis je voulais faire les cours du soir de l'école de l'humour pour commencer. Puis, un peu ironique, j'ai déménagé le 20 janvier 2020. J'ai fait genre 3-4 semaines de cours du soir. La pandémie est arrivée. Puis après ça, j'étais comme, bon, ben, je vais retourner chez papa, maman, puis je laissais ça un peu de même, mais tu sais, j'ai continué, puis après ça, j'ai continué à payer mon loyer et tout ça, mais les cours du soir se sont donnés en Zoom, fait que j'étais comme, bon, ben, j'ai un appart qui me sert à rien, puis j'aurais pu juste rester à la maison, mais ça a fait partie de l'histoire. Écoute, je suis rendu où ce que je suis, puis c'est pas très loin, mais c'est... Ben, Montréal, Québec, c'est quand même loin, là. Ouais.
Est-ce que t'avais peur quand t'as déménagé de vivre ces nouvelles aventures-là? Ou t'étais déterminé à... J'étais déterminé, j'étais excité de vivre ça, là. C'est quand même un gros move de partir. Tu sais, j'avais une blonde à Québec. OK. Je faisais juste tout quitter, là, mes amis, tout. J'étais comme, moi, je me lance dans quelque chose, je sais pas qu'est-ce que je m'en vais faire, je sais pas si ça va marcher, mais j'y vais. Puis c'est encore les mêmes questionnements, là. Tu sais, tant que ça marche pas à fond, tu sais pas si ça va marcher. Qu'est-ce qui t'attirait dans l'idée de faire de l'humour, à part avoir de l'attention? Je pense que c'est vraiment que depuis que je suis jeune, j'ai vraiment idolâtré les humoristes. J'ai toujours trippé. Ça m'a toujours full impressionné d'aller voir un show d'humour puis voir quelqu'un qui garde l'attention d'un public pendant 1 heure et demie, qui fait rire surtout, genre une grosse fréquence. J'étais comme, wow, comment tu viens à écrire une joke? Comment tu viens genre à avoir l'idée qui fait que ta joke est parfaite puis ça sort? Puis je trouvais juste ça malade de tout ce phénomène-là. Puis je voulais l'essayer. Donc là, t'es parti de Donnacona, t'es arrivé à Montréal, Ouais. commencer les cours de soir à l'école de l'humour. C'est comment? Comment tu t'inscris à l'École nationale? Est-ce que c'est comme les cours de jour? Est-ce que tu as des tests à passer? Non. C'est vraiment... Monsieur, madame, tout le monde qui est là-bas, là, mais tu découvres un paquet de monde. Mettons, dans mon cours de... J'avais commencé le cours présentation numéro à l'automne 2020. Ouais, c'est 2020, où j'ai rencontré un de mes meilleurs amis aujourd'hui, Philippe Drolet, qui est un auteur. Lui, il a fait le programme d'écriture après ça, puis tout ça. Puis on a fait, je pense, 2 semaines avant de retomber en confinement. Puis là, quasiment toute la classe est désinscrite, sauf moi, Philippe, Magali Saint-Vincent, puis une actrice qui s'appelle Sarah Carrel-Chiasson. Puis Je connais pas. Ça a vraiment été une expérience folle. Là, on tombait avec un cours de 2 heures qui était fait à la base pour 15 personnes, mais là, on était 4 à avoir tout le temps des profs. Puis fait que nous autres, ils nous ont donné un coup de main incroyable. OK. C'était pas trop compliqué, justement, de suivre Non, pas en tout. en Zoom au début, là? Non, mais tu sais, sur semaine, t'arrives, mais t'écris ton numéro, t'as retravaillé tes choses, tu le présentes, après ça, tu prends les commentaires de tout le monde, t'en prends, t'en laisses, mais c'est pas de quoi stressant, là. Comment ça s'est passé, tes premières écritures? Comment t'as trouvé le sujet ou... J'ai commencé avec des liners, fait que OK. je fais beaucoup d'écriture automatique, fait que je fais juste écrire, je me mets un timer pendant genre 15 minutes, puis mon crayon arrête pas. Puis c'est souvent comme ça que j'ai des idées de gags qui viennent, tout ça, mais les premiers gags, au début, tu te dis, t'es un génie. Et genre, tabarnak, je suis tellement bon. Puis après ça, ben, t'es fait devant quelqu'un, puis tu réalises que non. Tu réalises que t'as de l'ouvrage. Ouais. Je suis en train de vivre ça un petit peu. Ouais, là. t'as commencé à écrire tes premiers Ben, gags. j'essaye d'écrire, mais le problème, c'est que la plupart des sujets sont déjà utilisés. Fait que je vois dans des angles, mais je vois que d'autres personnes ont déjà pris les angles. Ouais, mais tu sais, écris... Ouais. Tes gags, ça va être tes gags. Là. Les sujets, t'as pas besoin des... Tout le monde a utilisé tous les sujets. Il n'y a rien qui n'a pas été Ouais. fait. Fait que fais-le à ta manière, puis tout va être beau. Donc là, tu termines l'école nationale de l'humour. Ça prend combien de temps pour... Mais là, les cours j'avais de juste soir? fait les cours du OK. soir. Là, je rentre cette année en septembre à l'école pour le vrai programme. OK. Le programme création. Il y a 2 programmes. Il y a... Création, écriture. Création, c'est 2 ans temps plein. Écriture, c'est 1 an temps plein. OK. Puis les cours de soir, c'est... Les cours du soir, c'est vraiment juste un soir semaine, tu vas là pendant comme 15 semaines. OK. T'apprends à le faire. Il y a du monde, des matantes qui ont reçu ça en cadeau parce qu'ils sont un peu comiques ou du monde qui veulent vraiment essayer l'humour. C'est super cool. C'est parfait pour savoir si t'aimes ça, si t'as envie de continuer à apprendre les bases. C'est vraiment cool, les cours du soir. Est-ce que quand tu as fait les cours du soir, tu faisais aussi des open mic? Tu allais tester tes blagues comment à part J'en avec faisais les pas encore. profs? OK.
Je me considère quand même chanceux un peu de la pandémie parce que je m'étais booké mon premier open mic. Je me rappelle, c'était où? C'était au Billy Buck. C'était pour le 14 mars 2020, je pense. C'est comme la journée que la pandémie a commencé. Puis j'ai rechecké mon texte il y a pas tant longtemps, le texte que j'avais pour ce soir-là. Puis j'étais comme, hey, quand même une bonne chose, ça a été cancellé parce que j'aurais vécu une hostie de mauvaise expérience pour commencer. Puis là, la pandémie, ça m'a juste comme donné quasiment 1 an de plus avant de pouvoir aller faire des shows. Fait que j'ai écrit comme un malade à tous les jours. C'est ça, j'ai rencontré Philippe, qui lui voulait devenir auteur. Fait qu'on travaillait ensemble, on écrivait comme des fous, on se parlait sur Zoom, on avait juste ça à faire. Fait qu'on se parlait sur Zoom à peu près 6 heures par jour de travail ou pas, mais genre, on s'est crissement amélioré, là. Puis, est-ce que tu penses que ça l'aurait joué dans ton mental puis dans ton évolution si tu aurais été à ce show-là? Là? La pandémie aurait été le 15 mars, pas le 14. Peut-être. C'est définitif que je me serais planté. Parce que, genre, même avec le 1 an que j'avais après, je considère m'être planté, mais là, je m'étais vraiment plus investi dans écrire tout ça. Puis j'étais comme, non, j'abandonnerai pas. Tandis que là, j'avais comme 4 semaines d'humour dans le casque. Oui, j'étais décidé à en faire, mais j'étais comme... Mais ouais, peut-être ça m'aurait démotivé, puis j'aurais fait, OK, non, c'est pas pour moi. T'aurais-tu essayé quand même de forcer ou... Probablement. Parce que Oui, j'avais déjà déménagé, j'avais déjà tout quitté pour ça. Fait que genre, j'imagine j'aurais continué, mais ça aurait été démoralisant là, de réaliser en partant, OK, je suis nul. Je suis nul à chier, parfait. Tu penses-tu que t'aurais essayé quand même de... Ben, c'est sûr que l'école, c'est un peu compliqué si tu restes à Donnacona, là. Mais tu penses-tu que t'aurais quand même essayé de faire de l'humour si t'aurais resté dans dans ta zone de confort? Je serais... Je sais pas. Parce que là, le fait d'être loin de tout mon monde, ça me fait que j'ai pas tant de sorties le soir avec le monde. Fait que j'écris, je fais des shows, j'écris, je fais des shows, j'écris, je fais des shows. Quand je suis à Montréal, je suis juste en travail. Quand je retourne dans mon petit coin, là, je tombe en mode genre fin de semaine, puis je m'amuse. Mais je sais pas si j'étais resté dans le coin là-bas. Sûrement que non, je serais devenu enseignant ou whatever. Puis... Ben, surtout que c'est un petit milieu, là, tu dois connaître, je sais pas, la grandeur de Donnacona, là. Il n'y a pas de place tant que ça. Il aurait fallu que j'aille à Québec. Il y a quand même à ça, il est rendu avec une couple de comédie club à Québec. Mais j'y serais-tu arrivé sans avoir été à Montréal? Je pense pas. Donc, ton premier open mic, ça s'est passé après la pandémie, j'imagine. Ouais, à ma soirée. OK. J'ai décidé de starter une soirée avec Philippe encore. On a parti l'open mic au Vieux Saint-Hubert, qui existe toujours. Ça fait 4 ans et demi qu'on roule la soirée. Mais les deux, ça a été notre premier show qu'on a fait. OK, on va se lancer comme ça. Puis ça... Le fait de commencer avec la soirée, mais je sais pas si je le recommande pour la qualité du show que ça donne, mais définitivement, ça t'aide à avoir du booking quand tu commences. Parce que le monde, ils viennent de sa soirée, ils te proposent des spots ailleurs pour que, genre, eux viennent jouer sur ta soirée. Fait que c'est sûr, ça t'agrandit plus rapidement un réseau de contacts, whatever. Puis, c'est où que j'allais avec ça? Ah oui, puis ça te fait... Tu sais, c'est une soirée qui est hebdomadaire. Fait qu'à chaque semaine... Tous les lundis. On a un nouveau numéro, 5 minutes. Fait que ça te force à travailler comme un malade, là. Est-ce que ça a marché la première fois? Ou tu regardes ça après, puis... Ma première fois, épouvantable. C'était terrible. C'est les blagues, c'est l'écriture, c'est le public. Ben, je pense que c'est une combinaison de tout. Tu sais, le texte, c'est ton premier texte. Tu sais pas encore comment structurer, tu sais pas encore comment tout faire. Après ça, le public, c'est jamais de leur faute, là. C'est tout le temps de la faute à la personne qui a le micro dans les mains. Puis, je dirais, tu sais, l'aisance sur scène, quand tu commences, tu l'as pas, là. Il y a personne qui est habitué à être debout devant un public. C'est tellement là, une chose qui est pas naturelle à faire de prendre un micro puis d'être comme je vais parler pendant 5 minutes, écoutez-moi.
Surtout quand tu sors de pandémie, puis ce que tu as appris, c'est durant la pandémie, là, ça doit pas aider Oui, non puis plus. le là. monde qui sont dans le bar, ils ont des masques, là. Avec le plexiglas. Oui, il y avait les plexiglas, le masque, il y avait des mousses comme ça sur les micros. Mais c'était spécial, mais genre, faut passer par là. Tu gardes-tu une bonne expérience de tes premiers shows quand même? Oui. Même si c'était après pandémie, peut-être que l'ambiance était... Non, absolument. Faut que tu commences à quelque part. Fait que, genre, si je suis rendu là à être sur le point de gagner ma vie avec ce que j'aime, c'est parce que j'ai passé par ce moment-là qui était plus rough, plus boiteux, c'est une route rocailleuse, là. Est-ce que tu te souviens de c'est quoi ta première joke? Tu dis justement que t'as regardé il y a pas longtemps. Hey, c'était quoi ma première joke? Oui, c'était... J'ai acheté un Pocket Pussy. Attends, J'ai acheté un Pocket Pussy, c'est quand même spécial avoir un petit chat qui fit dans ta poche. Dans ce genre-là de joke. C'est de l'humour de qualité, brillant, intelligent, dénonciateur. Ça fait de bien avec l'humour d'aujourd'hui. Ouais. Quel humoriste qui t'a inspiré? Tu dis que tu regardais souvent des Sous-écoutes. Des sous-écoutes. Ben, c'est sûr. Ouais. Mike Ward, c'est le parrain de l'humour, là. Si tu commences en humour pis t'es pas, genre, fan de sous-écoute ou whatever, je sais pas. Ben, t'as le droit, là, mais... Il y a du style pour tout le monde, mais à part les sous-écoutes, est-ce que tu regardes... Est-ce que d'autres humoristes t'ont inspiré? Peut-être ton style que t'as aujourd'hui? T'as commencé avec du one-liner, est-ce que... J'ai commencé avec du one-liner. J'aimais beaucoup Yannick Damartino. Là, je fais plus de l'anecdote. Je te dirais, oui, j'ai quand même pas mal écouté beaucoup, mettons, du Michel Barrette, du Jean-Marc Parent, du Simon Leblanc en grandissant. C'était... Ouais, ça a vraiment beaucoup fait partie de ma vie. Fait que je pense pour ça que j'aime ça raconter. OK. Mais c'est sûr, cornemuse, ça vient de aucun humoriste, là. Ouais. Mais t'as pas juste fait cornemuse. J'ai pas juste fait cornemuse. Mais... Moi, je t'ai connu grâce à cornemuse. Comme beaucoup de monde. C'est un peu tes TikTok qui ont explosé, là. Ouais. Ça a été comme quelques mois monstrueux, là. C'était le fun. Ben, j'imagine, là, aller au Canadien habillé en cornemuse. Ouais. Hey, ça, c'était fou. Tu dois avoir pris de la photo, là. Ça avait aucun bon sens. Parce que, tu sais, mettons, la première batch de vidéos que j'avais faite, on a fait... Tu sais, c'était mon costume d'Halloween, là. C'était pas genre... J'ai pas fait ça dans le but de faire des vidéos. C'était juste mon costume d'Halloween. À l'Halloween, j'ai mis une story de moi déguisé en cornemuse. Puis j'avais eu plus de likes sur ma story que j'avais de followers dans ce temps-là. J'étais comme, il y a peut-être de quoi à faire avec. Fait que le lendemain, avec Philippe, on a filmé 12 vidéos en sachant... on a juste fait comme, on va les poster, on verra. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. Puis genre, la première, elle a eu 2,6 millions de vues sur Insta. Puis j'étais comme, OK, ça va y aller. Puis là, le Canadien, c'était un de mes amis qui m'a dit, je te paye un billet si tu viens déguisé en cornemuse. J'étais comme, pour aller voir le Canadien, là, je suis prêt. Puis il y avait des photos, là. Je pense, juste, on était dans le pit en haut. Juste le temps de se rendre en haut, je devais être rendu au-dessus de 100 photos de prix avec du monde. C'était une spéciale expérience. Est-ce que, à l'Halloween prochain, on te voit déguisé en caillou? Je sais pas en quoi je vais me déguiser. Parce que l'autre année d'avant, je m'étais déguisé en le père de Milhouse dans Les Simpsons. Là, cornemuse, là, il va falloir que je trouve une idée. Faut que je tape ça. Si tu veux continuer de même, là, avoir des bonnes views. J'aimerais ça avoir des bonnes views avec mon visage. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'au début, je voulais t'inviter justement en cornemuse. Parce que c'était... ben, il n'y a pas de problème, là. Parce que là, la route Montréal-Saint-Hyacinthe, déguisé en cornemuse dans le char, le monde qui va me dépasser, ça va faire des accidents, là. Ouais. Mais dans un sens, c'est mieux que tu viennes puis qu'on te connaisse... Ouais, je l'apprécie, je suis bien content. Est-ce que tes influences ont changé au fur des années? Pas vraiment. OK. Mais attends un peu. Ben, tu sais, c'est sûr, je découvre un paquet d'humoristes que j'aime, qui m'inspirent dans la vie, qui m'inspirent sur scène. Mais je te dirais que mes bases restent pas mal les mêmes. OK. On a parlé un petit peu d'écriture tout à l'heure.
comment ça part maintenant tes blagues? Est-ce que tu es toujours dans un processus de t'écris, puis ça sort? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est 99% de mes idées me viennent quand que je veux dormir. Je suis couché dans mon lit puis je suis comme oh, j'ai de quoi. Puis là, au début, je suis comme OK, je vais le garder dans ma tête, je vais pas checker mon ciel, sinon je vais pas m'endormir. À un moment donné, je suis comme OK, non, faut que je le note. Puis là, je note, ça crée de l'insomnie puis tout un beau paquet de problèmes, mais Tu devrais t'acheter un petit carnet. ouais, un petit carnet pour mettre à côté de mon lit parce qu'à chaque fois, j'essaie de juste m'asseoir puis genre d'ouvrir Word puis d'être comme OK, là, j'écris. Il y a rien qui se passe, je m'en vais scroller puis la journée passe vite sur Instagram. Combien ça te prend de temps avant qu'une blague devienne solide? Bonne question. Je suis rapidement dans l'effacer. Tu sais, c'est rare que genre je vais retravailler la blague. Je suis comme OK, un petit rire ou ça rit pas assez, j'efface direct. Puis j'en trouve juste des nouvelles. OK. Mais c'est rare, je retravaille la même blague. Tu sais, des fois, je rechange le wording un peu ou tout ça. Si j'ai un flash qui me vient d'un bon punch, mais... Est-ce que tu double-check? Est-ce que tu l'envoies justement à ton ami qui est écrivain pour savoir? Oui, on écrit 100% de... Tu sais, mettons, j'écris une V1, j'y envoie. Lui, il repasse dessus, il me la renvoie. On fait juste... On se rééchange les versions jusqu'à temps qu'il y ait un résultat satisfaisant, mais... J'étais un gros gars de travail d'équipe. J'haïs ça travailler tout seul. Mais j'haïs ça être tout seul en général. Là. Fait que juste le fait d'avoir un ami avec qui travailler, qu'on a la même passion, que on est tout le temps ensemble. Mais là, on déménage ensemble, on va être coloc. Fait que ça fait comme 5 ans que je le vois. On se parle à tous les jours. On parle d'humour. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on partage un cerveau à deux pour l'humour. Est-ce que tu penses que justement cette façon de travailler puis d'aimer d'être en groupe, c'est ça qui t'aide à être meilleur justement à l'école de l'humour puis à... Ben ça, je vais voir. J'ai pas encore... l'école, ça commence là, mais j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi l'esprit qu'on va avoir, l'esprit de groupe. Tu sais, je rencontre un peu ma cohorte. On a fait des petites activités. Ils sont super nice. J'ai hâte de passer du temps avec eux. Est-ce que c'est à la nouvelle école ou elle n'est pas encore construite? Ça va être la nouvelle, fait qu'on va commencer en septembre. Vous êtes les premiers. La première cohorte des nouveaux locaux. Puis, est-ce que ça te met de la pression? Oui. Puis je suis quand même content de ça, de savoir que je vais me faire pousser à fond pendant les 2 prochaines années. Parce qu'on va se dire, être humoriste, c'est quand même... T'es un travailleur autonome. Fait que faut que tu te fasses tes horaires, faut que tu décides quand tu travailles. Puis c'est crissement facile quand t'es chez vous puis tu fais rien de faire genre OK, je vais aller me promener dehors, je vais aller prendre une marche, je vais me déguiser. Je vais écouter une série, je vais me déguiser en chien. C'est quoi ta réaction quand justement t'as vu que ça l'a explosé là, ton déguisement? Au début, j'ai pas trop compris qu'est-ce qui se passait, là, tu sais. Je pense que la première journée, après 24 heures, je l'avais mis, j'avais comme 600 000 vues. J'étais comme, OK, ça va peut-être être life-changing un peu. Puis ça a juste continué de monter. Puis je savais que, tu sais, j'allais publier comme aux 4-5 jours pendant les prochaines semaines. Puis j'étais comme, c'est juste le début, là. Il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent, puis c'est déjà fou. Mon cell, les notifications, ça rentrait à coups de milliers, là. Puis, justement, est-ce que ça a été life-changing? Ben, je te dirais que, à y repenser, oui. Parce que, tu sais, c'est un peu ça que j'ai envoyé en vidéo complémentaire pour rentrer à l'école. Je pense que ça m'a aidé, ça m'a donné un petit push. Fait que peut-être, genre, je rentre à l'école à cause de cornemuse. Je rentre à l'école aussi parce que j'étais bien décidé à travailler fort, là. Ben, je pense pas justement que c'est juste à cause de cornemuse, là. Parce que j'ai compris, ils sont quand même assez sélectionnés. Ben, les candidats sont sélectionnés, puis... Oui. Mais... Ouais, mais tu sais, ils se basent quand même sur ce que tu envoies comme vidéo. Fait que j'avais envoyé un numéro sur 5, puis ça. Puis les vidéos de cornemuse. Fait que c'est 50% de ce que j'avais envoyé. Est-ce que
on te reconnaît plus en tant que cornemuse ou en tant que Tommy? En tant que cornemuse. Est-ce qu'ils savent qui se cache derrière ou Le monde, je pense pas. ils s'en crissent puis c'est Tu sais, juste drôle? c'est arrivé quelques fois, mettons, au vieux Saint-Tube, du monde qui viennent voir le show d'humour puis qui sont comme Hey, c'est-tu toi qui fais cornemuse? Puis je suis comme oui, puis là, on prend une photo, whatever, mais c'est pas arrivé. C'est peut-être 2-3 fois sur les 6 derniers mois, là. Puis là, le buzz, il commence à passer un peu aussi. J'avais pas refait d'autres vidéos. Est-ce que c'est un choix justement de vouloir faire plus connaître Tommy que cornemuse? Ben, oui, puis en même temps, c'est vraiment aussi, je veux pas étirer la sauce, là. Je veux pas partir de comme des vidéos qui marchent fort puis descendre jusqu'à temps que genre j'ai des vidéos à 500 vues puis d'être comme OK, j'ai tué ce qu'il y avait de bon là-dedans. Est-ce que tu avais peur d'être pogné dans le personnage? Oui. Oui, puis c'est un peu ça qui arrive, là. Mais ça me fait plaisir en même temps, là. Quand on fait de quoi, quand que le monde y apprécie, c'est tout le temps le fun de genre d'avoir de la reconnaissance pour n'importe quel joke que j'ai travaillé un peu. Juste ça a vraiment été les jokes les plus faciles, là, de juste filmer toute une soirée sans arrêt, puis je fais juste dire des conneries en tant que cornemuse, puis on a fait des blocs de vidéos. Est-ce que... comment qu'on sort justement d'un gros personnage? Je sais pas. Ben, on arrête de le faire, mais tu sais, c'est sûr ça va rester. Ça reste dans mon... Ça reste dans mon histoire, ça fait partie de ma carrière, là. Parce que... Fait que je pense pas qu'on en sort. Je pense que ça va prendre... Je pense pour passer à la prochaine étape, ça va juste prendre un autre buzz ou je sais vraiment pas. Est-ce que ça t'a apporté plus d'opportunités à part l'école de l'humour? Qu'est-ce que ça t'a... Je pense que oui. Je pense que j'ai eu plus de bookings cet hiver à cause de ça. Des bookings plus payants. On t'a-tu proposé de faire un show en cornemuse? On m'a proposé... Oui, j'en fais un en... je me rappelle plus la date. Je pense que c'est le 10 juin au Minifest. On fait un tournoi des personnages. On va être genre plein d'humoristes en personnages. Puis j'ai été invité pour aller le faire en cornemuse. Mais je pense que la requête la plus bizarre que j'ai eue, c'est une fille qui m'a écrit pour m'inviter à aller faire aller juste chiller 1 heure dans un party déguisé en cornemuse pour un cachet qui est quand même un peu trop élevé. Juste pour être là. Mais Ouais. ça c'est spécial. Est-ce que TikTok aide à devenir un meilleur humoriste selon toi? C'est définitivement un bel outil. Parce que, tu sais, le monde écoute de moins en moins la télé, le monde se déplace de moins en moins dans les salles pour voir des choses qu'ils connaissent pas déjà. Fait que c'est sûr que TikTok, Instagram, ça devient, dans ce cas-là, ça devient un outil qui peut être ultra pratique pour te faire connaître si tu t'en sers de la bonne façon. Tu sais, j'en publie pas tant des vidéos, des Reels et des TikTok. Je devrais en faire plus parce que ça peut te remplir une salle comme ça. Là. Tu sais, tu regardes un Dom Babin, un Charles Brunet qui sont genre incroyables, ces réseaux sociaux, qui remplissent leur salle juste grâce à ça. Puis aussi parce qu'ils ont des talents incroyables. Là. Mais... Est-ce que selon toi, il faut encore être bon pour percer? Ouais, absolument. Absolument. Ben, faut que tu sois bon. Ouais. Parce que au final, le monde, ils vont. Si le monde, ils viennent voir ton premier show, puis t'es pas bon, même si t'es bon sur les réseaux sociaux, y a personne qui va revenir. Tu iras pas plus loin dans ta carrière. Après ça, si t'as des auteurs, si tu travailles en équipe, si t'as Moi, j'imagine qu'il faut être bon pour percer parce que sinon, un show d'1 heure et demie qui est poche, c'est poche. Là. C'est quoi la plus grosse différence entre un gag TikTok qui fonctionne ou un gag sur la scène qui fonctionne bien? La réaction du public qui est directe quand t'es sur scène.
Tu sais, tu fais ton gag, puis tu sais dans la seconde qui suit ton punch si c'est bon ou pas. Tandis que sur TikTok, oui, tu peux aller chercher beaucoup de monde, mais tu sais, la réaction est dans les commentaires et dans les likes sur les journées qui suivent. Puis après, c'est vraiment pas la même dynamique de parler à ton téléphone ou parler avec un public, là. Qu'est-ce qui fait plus mal, la réaction des personnes sur TikTok, le hate, ou la réaction en live des gens? J'ai pas eu de hate, fait que je peux... Ben, oui, j'en ai déjà eu dans des premières vidéos que j'avais faites que je faisais des plaintes à des compagnies. Ouais, j'avoue, c'est juste désagréable. Là. T'es comme, moi, je fais de quoi pour te faire rire, puis toi, tu me traites de style pourri. Mais avec les vidéos de cornemuse, il n'y a eu aucun commentaire négatif. Fait que le feeling est quand même assez loin dans... Mais je dirais que, mettons, un gars qui tombe à plat sur scène, ça fait mal. Est-ce que t'as pensé justement à la sortie avec ton personnage ou tu t'es dit, là, regarde, j'arrête? À quoi? La sortie, t'as arrêté de faire des TikTok en personnage. Ouais. Justement, est-ce que c'était planifié ou t'as décidé, regarde, j'arrête? Est-ce que t'avais pensé à une suite? Non, c'est juste vraiment parce que c'est incroyablement long faire le maquillage, là, puis ça... Je suis pas un maquilleur professionnel non plus, là, fait que genre... Je suis assis sur le bord de mon bain avec le petit miroir dans la porte, puis je me maquille pendant 3 heures avant d'aller faire genre des conneries, puis d'être comme... Télé-Québec, vas-tu me poursuivre? J'étais en train de diffamer un de leurs personnages jeunesse bien comme faut. Ouais. C'est quoi ton pire show à date, là? Mon pire show à date? Je dirais, j'ai fait un 30-30 avec Gaston Antérite, tu connais-tu? C'est un humoriste de 84 ans. Je pense que j'ai déjà vu au Gong Show. Ouais. En tout cas, c'est un de mes bons amis, même si on a une grosse différence d'âge. Puis j'avais booké en septembre 2024 le Théâtre Sainte-Catherine pour qu'on fasse notre 30-30. OK. C'était sold out, c'était incroyable tout ça. Puis 2 semaines après, Gaston me rappelle, il dit « Je m'ennuie du feeling, j'ai appelé le Théâtre Sainte-Catherine, puis je l'ai réservé pour genre, je pense que c'était comme le 23 décembre. » J'étais comme « OK, là tu me dis ça, puis il va falloir que je vende des billets pour juste avant Noël. » Puis le jour du show est arrivé, on avait vendu comme 30 billets. Il y a 10 personnes qui sont pointées. Le Théâtre Sainte-Catherine, c'est une salle de 100. C'était... Puis là, t'es 30 minutes devant 10 personnes. La plupart avaient déjà vu le show. Là. C'était genre la famille à Gaston. Je me rappelle, j'étais sur la scène, là, puis je chantais la soie me couler dans le dos, puis j'étais comme... C'est pas le fun, là. Comment qu'on fait pour éviter que ça réarrive, à part pas booker la semaine de Noël, là? Je pense que c'est vraiment juste ne pas booker la semaine de Noël ou ne pas booker quand tu sais que genre ça va être tough à vendre. Tu sais, ça peut être tough à vendre, mais genre on aurait pu mettre un peu plus d'espace entre les shows. Puis... Mais Gaston, il fait beaucoup à sa tête, là, quand il reste pas longtemps, fait que... Tu l'as connu où, Gaston? Au Vieux-Saint-Tube. OK. Il est venu... dans le fond, je prends le booking par courriel. Puis lui, il m'avait écrit un courriel. Tu sais, son adresse courriel, c'est Montréal23 commercial Outlook. Là. Puis il m'avait écrit, sans dire qu'il avait 82 ans à l'époque. Il m'avait juste dit « J'aimerais venir chatouiller votre public. » Puis moi, j'aime ça, booker des fois, genre des freaks du monde que je suis comme « OK, on va surveiller, là, mais genre ça risque d'être un moment un peu spécial. » Puis c'est ça, il avait pas dit son âge, fait que j'avais juste écrit à Phil, j'étais comme « Hey, je veux le gars qui vient chatouiller du monde. Je veux voir qui va chatouiller. » Puis là, il est arrivé au Vieux-Saint-Tube. Il shake, genre, il a les mains qui tremblent tout le temps. Tout souriant, tout content d'être là. Il y avait une boîte de chocolat Merci qu'il nous a donné. Puis il a tout pété. Il fait des liners, puis il a tout pété pendant 5 minutes. Puis là, le lendemain, il m'a écrit un autre courriel pour dire « J'aimerais ça qu'on fasse un show juste les deux ensemble. » Puis ça a été le début d'une très belle amitié. On se voit pratiquement chaque semaine. On s'appelle.
On va manger au resto. Tu y fais vivre ses beaux derniers moments. Ben, lui, il me fait vivre des affaires incroyables aussi, là. C'est vraiment, tu sais... J'ai tellement appris de ce monsieur-là parce que, tu veux pas, ta façon de voir la vie change beaucoup si tu passes pas mal de temps avec quelqu'un qui a accepté que ça achève. Fait que, Puis il doit avoir du vécu aussi. Il a là. du vécu incroyable. Il raconte des histoires, mais juste son approche à la vie a changé la façon que je vois, moi, la vie. Puis... Est-ce que le premier show que vous avez fait, c'est justement au théâtre ou... Oui. C'est ça, c'est celui-là de septembre 2024. Ça s'est bien passé? C'était malade. C'était débile. Meilleur feeling que j'ai eu à date sur une scène. Le public le plus bizarre que t'as eu, à part justement la madame qui t'a écrit pour aller chill avec en cornemuse, là? Public le plus bizarre. Généralement, là, si t'as un show dans un bar qui a des machines à sous le premier du mois, tu sais que ça va être bizarre. Ouais. À toutes les fois, le début du mois, t'es comme, OK, c'est où je m'en vais jouer? Y a-tu des machines à sous? S'il y a des machines à sous, tu sais qu'il y a quelqu'un qui manque 6 dents qui va crier pendant que t'es sur la scène. Est-ce que, à part le public, est-ce que t'as eu des fans ou des rencontres un peu bizarres avec en dehors de la scène, là? En dehors de la scène. Pas vraiment. J'aurais une. Le soir qu'on est allé voir la game du Canadien en cornemuse, après ça, moi et mon ami, on a fait hey, on va aller veiller au bar, mais genre habillé comme ça. Puis j'ai découvert que c'est possiblement un king pour certaines personnes. Mais tu sais, c'est juste que... Mettons, il y avait du monde qui venait pour prendre des photos, puis à un moment donné, je suis comme là, ça me pogne les fesses par en arrière, là. Comme non. Ça a été des bizarres de rencontres, là. Tu parles à quelqu'un, puis à un moment donné, tu fais là, tu flattes mes cuisses. C'est spécial. Un moment sur scène où t'as failli décrocher un fou rire. Ah, ça arrive souvent. Est-ce que tu te laisses aller? Puis, Ben oui. Ben, tu sais, si c'est un fou rire puis que le public comprend c'est quoi, ça va juste faire un gros rire ensemble. Tandis que si c'est juste un fou rire comme quand t'es à l'école secondaire puis tu te retiens de rire en arrière, c'est... Mais je pense pas que tu vas avoir un fou rire qui est pas complice avec le public. une situation que t'as jamais rencontrée. Que j'ai jamais raconté. Parce que je suis quand même un livre ouvert, fait que je raconte pas mal. Tu sais, il faut que depuis genre les 4 dernières années, à chaque semaine, il faut que j'arrive avec de quoi raconter au vieux Saint-Tube. Fait que Ça peut être juste une anecdote intéressante, là. une anecdote intéressante. On peut-tu y revenir dans genre 5 minutes? Je vais la garder dans le back of my head, puis je te reviens tantôt. Pas de problème. Est-ce que tu préfères faire un show devant 5 personnes ou 500 qui écoutent pas? À 5. part l'argent, là. 5 personnes. All-in 5 personnes. 500 qui écoutent pas, c'est un cauchemar. Tu sais, déjà, c'est stressant monter devant beaucoup de monde. Si là, c'est du monde qui écoute pas, tandis que, mettons, avec les 5, tu peux jaser avec eux autres, faire un peu de quad work, tu t'amuses, tu tricotes un peu. Mais... Fait que finalement, le show le 23, c'était pas si pire. Non, c'était épouvantable. Un heckler sous ou un silence total? Avec un heckler sous, tu peux aller chercher des rires. Il y a moyen d'y fermer la gueule, tandis que le silence total, faut que tu le vives. Est-ce que t'improvises beaucoup? Est-ce que tu parles beaucoup avec le public, toi, quand t'es sur scène? J'essaie de le faire de plus en plus, mais souvent, moi, j'étais très... je restais dans mes anecdotes, dans mes textes. À moins qu'il se passe quelque chose, puis que genre ça m'ouvre la porte à décrocher, puis que j'ai une idée de où est-ce que je peux aller. Mais plus ça va, plus j'essaie de parler avec le monde, puis de... Est-ce que c'est parce que t'étais pas à l'aise? Peut-être, ouais. Peut-être un... Mais tu sais, sans être pas à l'aise, pas être habitué de le faire, parce que c'est quand même de quoi qui... C'est demandant d'être sur scène puis de parler
déjà à base quand tu sais qu'est-ce que tu vas dire. Fait que genre, quand t'arrives, puis que là, faut que tu décroches, mais que tu reviennes après. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me prend, j'ai l'impression, un peu plus de temps à m'habituer à faire, mais que je m'inquiète pas pour arriver. Est-ce que tu préfères être mauvais sur scène ou être viral mais mauvais sur scène ou être excellent mais inconnu? Excellent, mais inconnu. Parce que mauvais sur scène, là, Mais ça se travaille. ça se travaille absolument. Mais tu sais, mettons, inconnu, mais j'ai pas le droit jamais d'être connu. C'est plus compliqué, là. C'est plus compliqué. T'as pas les réseaux sociaux pour t'aider, là. Mais tu sais, mettons, si t'es excellent sur scène, c'est sûr que tu vas finir par te faire remarquer à quelque part. Puis il y a quelqu'un qui va t'amener au next level. Tandis que si t'es nul à chier, t'es pogné à être nul à chier. Est-ce que toi, tu travailles des choses quand tu vas sur scène? Justement, le dernier podcast, on a eu Faf, puis il expliquait que lui, dans ses débuts, il s'entraînait à regarder le public de gauche à droite, comment prendre le micro, comment... Est-ce que c'est des choses que... Ouais, mais oui. Tu sais, faut que tu t'écoutes beaucoup aussi. Tu sais, tu t'enregistres, tu te revois. Surtout que ben là, tu me parles quand même dans le jeu. Fait que, tu sais, quand tu te regardes jouer après ça, c'est sûr, tu vois si t'as des tics, s'il y a quelque chose que tu fais, des mots que tu sors beaucoup trop souvent. Puis après ça, ben c'est juste de te le remettre dans ta tête. Puis, fait que oui, ouais, tu te pratiques. Faire toujours le même gag qui marche ou essayer un qui floppe? Je dirais que la chose à faire, c'est essayer un qui floppe. Mais mon Dieu que j'aime ça refaire mes gags qui marchent. Comment tu retravailles justement? Ben toi, tu dis que tu jettes beaucoup. Mais mettons une blague que t'aimes vraiment, mais qui est pas bonne, là, qui fait pas les réactions que tu veux. Comment tu la retravailles? En parlant à d'autres humoristes. Parce que tout le monde a une façon différente de le voir. Fait qu'à un moment donné, tu vas faire comme ah, ok, peut-être que genre, si l'angle c'est ça, puis là, tu le rebouges, mais je suis très dans le minding de pas tomber amoureux de mes gags OK. tant qu'ils sont pas bons. Tu sais, genre, tant que je sais. Si j'en essaye un puis il est pas bon, même si c'est mon préféré, je vais le garder pour le raconter à des amis autour d'une bière, mais. Un show mal payé. Un show payé mais horrible ou un show gratuit incroyable? J'aime l'argent. J'aime l'argent, mais je vais aller pour un show incroyable. Parce que Parce que mal payé, mais genre, si t'es payé puis c'est horrible, souvent quand t'es payé, c'est parce que il faut que t'ailles loin. Fait que là, la ride de char, de revenir de. Je sais pas, mettons, tu vas en Beauce, t'as un esti de show de marde, puis là, t'es pogné de faire la Beauce jusqu'à Montréal avec les quelques 100$ que t'as, puis ton air de cul, t'as pas le goût d'écouter la radio, pis t'es genre, qu'est-ce qui se passe là? parce que ça arrive souvent que des humoristes parlent justement de leur corpo qui se passe mal, mais qu'ils vont parce que c'est ça qu'ils payent au début. Là. Il faut en faire, mais genre, si tu me donnes le choix entre les deux, je vais aller faire un show le fun. Comment, justement, on rend ça agréable, un show qui se passe mal, que le public n'est pas nécessairement open? Comment qu'on maximise nos chances d'avoir le plus de fun? Là? Bonne question. Si toi, t'as du fun, il y a des bonnes chances qu'eux autres, ils finissent par en avoir. Là, si tu commences juste à déconner un peu avec eux autres au début, aller les chercher un peu, t'as plus de chances de te ramasser à aller les avoir au complet à la fin. Mais à m'amener quand que, genre, je sais pas, si tu vas faire un 15 minutes, puis ça fait quasiment 10 minutes que t'es là, puis ça file bas. Moi, personnellement, ça m'arrive de juste... Je punch out dans ma tête, là. Puis le cerveau, il sait qu'est-ce qu'il faut qu'il dise jusqu'à la fin. Le pire conseil qu'on t'a donné, Je pense pas que j'ai eu des mauvais conseils.
sais, tout le monde qui donne un conseil, ils sont là pour aider. Après ça, t'en fais ce que tu veux, mais pire conseil. Non, pas mal tous les conseils que j'ai reçus jusqu'à date, ils m'ont amené à quelque part. L'humoriste que tu trouves sous-estimé dans l'humour québécois. Quelqu'un qui doit avoir plus de lumière. Sous-estimé. Tu sais, c'est tout du monde qui vont finir par avoir ben de la lumière. Mais un gars, ben là, il vient juste de commencer. Ça fait genre même pas un an, ben peut-être un peu plus qu'un an. Pourouche, qui est un Indien qui a appris à parler en français. Puis moi, ce gars-là, c'est une bébite sur scène. Puis je suis sûr qu'il va réaliser des grandes choses en humour. OK. Il y avait une anecdote que tu as déjà contée sur plusieurs podcasts que je trouvais ça quand même drôle. Ouais, vas-y. L'anecdote de la maison nazie. Oui! Hey, puis j'ai failli retourner faire un show là-bas la semaine passée, mais j'avais un autre show. C'était... Hey, ça, c'était malade. J'étais avec... Tu connais-tu Patrick Savard? Oui. Oui. Ben justement, c'est... J'ai regardé son podcast justement pour trouver des questions puis apprendre un peu à te connaître. On revenait... Ouais, ça va être mon anecdote de tantôt aussi. On va faire 2 en 1. On revenait d'un show à Saint-David, puis on passait par Saint-Barnabé-Sud. Puis maintenant, on passe en avant d'une maison, puis il y a plein de flags de croix gammées tout le tour de la maison, puis genre dans les fenêtres, puis tout ça. Puis on était genre, what the fuck, c'est quoi la maison nazie? Fait qu'on a retourné le bord, puis là, on continue à regarder ça, puis on est genre, c'est vraiment des croix gammées. On retourne de bord encore, puis on regarde, puis là, je vais juste dire à Patch comme, faut que j'aille prendre une photo de plus proche. Fait que ça, c'est vraiment un mauvais réflexe, là, parce que d'habitude, des croix gammées, c'est quelque chose qu'il faut peut-être pas plus proche, tu sais. Fait que je fais juste sortir de l'auto, puis comme je fais le tour du char, je vois la porte qui ouvre, puis les gens qui étaient dans la maison, que ça faisait comme 3 fois qu'ils voyaient passer le même char, là, ils sortaient, puis ils étaient pas heureux de me voir. T'aurais dû te mettre un brassard rouge. Ça aurait aidé. Non, mais là, j'ai jumpé dans le char avec Patrick, puis on est parti. Au fond, eux autres, ils ont embarqué. Eux autres, il y avait une Tesla. Ils nous ont collé au cul. Ça a de l'accélération, une Tesla. Puis ils nous ont suivis quasiment jusqu'à Saint-Hyacinthe. Ça a été une belle aventure. Ça doit être surprenant. Hey, mais tu sais, maintenant, on était dans le char, puis j'étais comme, on va se pencher. Sont-ils armés? Ils vont-tu nous tirer? Les ethnies, c'est non, mais l'écologie, c'est oui, là. Ben, c'est ça. Mais ça coûte moins cher de gaz. Ouais. C'est sûr, pour se rendre en Allemagne, c'est mieux en Tesla. C'est mieux en Tesla. Faut juste arrêter la charger un peu souvent. Ouais. Quelqu'un qui voudrait commencer l'humour demain, par où qu'il commence? Commence par écrire beaucoup. Le plus que tu peux, même si c'est pas tout pour faire ton... genre, avant de te construire un 5 minutes, écris des gags. Il y a un livre qui s'appelle The Comedy Bible, qui est vraiment... Mais c'est surtout fait pour faire ton premier 5 minutes. Mais tu sais, t'apprends tous les procédés, t'apprends vraiment... C'est plein de concepts, c'est vraiment une bible de l'humour. Il y a des exercices dedans. Fait que tout ça fait qu'à la fin, t'as vraiment un numéro de 5 minutes de stand-up classique écrit. Mais un coup que ça c'est fait, écris, prends le temps d'écrire. Être sur la scène, c'est pas une urgence. Genre, oui, c'est le fun d'être sur la scène, mais c'est pas une urgence. Prends le temps d'écrire, prends le temps de te découvrir. Puis après, quand tu sens que genre t'as cheminé un peu, que genre t'as quelques textes, ils sont de meilleur en meilleur, là, tu fais OK, ben je vais prendre le dernier, puis je vais prendre mon préféré, puis je vais aller le faire. Mais... Est-ce que tu penses que justement, regarder du contenu comme le Gong Show, des sous-écoutes, ça peut être bon pour progresser? Oui, mais le Gong Show, c'est plein de bons conseils. Là. Les juges Charles-Anthony, puis ils savent ce qu'ils disent. Là. Si t'écoutes ça, c'est sûr, prends pas ça comme si c'était un cours. Là, parce
aller performer au gong show, performer dans une soirée d'humour, des fois, tu pètes tout avec un numéro gong show, mais ça marchera plus jamais dans aucune soirée d'humour. Ou l'inverse est très possible. Fait que c'est sûr, c'est pas à apprendre à la lettre, mais je pense que le plus que tu en consommes, le meilleur que tu vas être. Là. Le plus que tu vas reconnaître les patterns, tu vas reconnaître les procédés humoristiques, tu vas apprendre à réfléchir, si tu vas voir des shows dans des soirées, moi, souvent, quand j'ai commencé, avant de me faire booker mon premier show qui avait été annulé par la pandémie, pendant toutes ces semaines-là, que j'étais arrivé, j'étais tout seul à Montréal. Moi, j'allais tout seul voir des open mic à chaque soir. J'allais voir une soirée d'humour différente. Puis, dans Raid de métro, en revenant, j'avais tout le temps des idées. J'avais des flashs de comme, tu sais, un humoriste qui a parlé d'un sujet. Puis, je suis comme, OK, ben moi, tu sais, Chris, il y a un autre angle que je peux. Fait que ça m'a juste comme starté à réfléchir en gag. Puis après ça, ben. Est-ce que c'est mieux? Moi, je me mets dans la place comme les gens de région. Comme ici à Saint-Hyacinthe, on a une soirée d'humour à chaque mois. Et où? Au Bill Boquet. Ouais. Aux haricots. Bill Boquet, c'était avant qu'il y avait ça. Ouais, le Bill Boquet, c'est avant. Là, on essaie de regarder justement pour restarter ça, nous, au Cinémasca. C'est un cinéma? C'est anciennement un cinéma qui a été... qui sont en train de reconstruire. On a une salle de spectacle en bas. On essaie justement de repartir les soirées d'humour. Mais est-ce que c'est mieux d'aller voir, dans ces cas-là, on a une soirée pour l'instant à Saint-Hyacinthe par mois. Est-ce qu'aller voir des gros humoristes au Juliette Lassonde, c'est autant bon que pour progresser? Ben oui, absolument. Tu vois quelqu'un qui a déjà tout le bagage nécessaire pour faire un show qui est tête, qui est prêt. C'est super impressionnant, puis c'est super formateur aussi, là. C'est sûr qu'après ça, quand tu commences à aller voir des shows avec ta tête d'humoriste pour apprendre, ça brise de quoi de magique, parce que là, t'arrêtes de rire. Genre, si je vais voir un show, je serais capable de ne pas rire, puis juste faire comme « Ah, c'est bon gag, c'est du génie, c'est tellement bon. » Puis tu vois le monde à côté qui pleure, mais toi, t'es vraiment dans le mode analyse, puis t'es genre « Wow, c'est ça quelqu'un de bon. » Qu'est-ce qu'il faut analyser quand tu vas voir un spectacle? Tout. Le texte, la gestuelle, Exact, le texte, la gestuelle, l'aisance. Ouais. Puis genre, plus que tu vas voir des gros shows, plus tu réalises à quel point, genre, sont pros, là, puis sont tête dans leurs choses. C'est quoi la première étape quand tu décides de commencer l'écriture? À part un crayon puis un papier. Pour vrai, un crayon puis un papier. Tu sais, j'ai des cahiers remplis chez nous de juste des écritures automatiques. Fait que j'ouvre mon cahier, j'ai mon crayon. Puis des fois, c'est des phrases qui font pas de sens. Là, je peux écrire genre 36 fois le mot fève au lard. Puis à un moment donné, il y a une idée qui est partie. Puis là, je vais écrire un petit paragraphe, un gag, un liner, une idée d'anecdote. Mais un papier puis un crayon, c'est vraiment la base. Parce que je sais que Faf, lui, il se forçait à écrire 3 heures par jour. Il ouvrait un dictionnaire, il tombait sur un mot, puis là, il essayait de faire un liner avec le mot en question. Mais ça peut être des super bons exercices. Mais après ça, tu sais, Faf, peut-être qu'il travaille comme ça. Moi, je suis vraiment plus dans l'écriture auto. Mais tu sais, Faf fait du liner. Là, c'est un dieu du liner. Moi, j'en fais moins. J'ai déjà adoré faire du liner, mais... Aller faire un open mic direct ou se préparer avant? Arrive prêt. Vraiment, c'est le meilleur conseil. Arrive pas juste en disant « je vais faire un open mic » parce que le booker de la soirée aimera pas ça non plus parce que, tu sais, t'organises un show, tu essaies de vendre le plus de billets possible. Souvent, un open mic, c'est pas ce qui remplit le plus, c'est pas ce qui est le plus évident à vendre. Fait que quand tu réussis à avoir du public, t'espères que genre le show va être d'une certaine qualité aussi. Puis
moi, généralement, de ce que j'ai vu, ceux qui viennent à la soirée puis qui sont genre zéro près, ils vont être... Parce qu'il y a quand même... Il y a un gros bassin d'humoristes. Ça peut être long à avoir du booking. Fait que si t'arrives, t'es moindrement un peu impressionnant, tu vas avoir du booking beaucoup plus rapidement que si t'arrives, t'es pas prêt, ben moi, tu reviendras dans un an et demi, là. Les pires erreurs que tu remarques chez les débutants? Ça va être contradictoire avec ce que je viens de dire, là. Mais d'être trop près, mais mal près. OK. Fait que genre, ton texte, t'as pas besoin de savoir à virgule. Connais tes gags, mais genre, viens parler avec le monde, viens pas leur réciter quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'en viennent juste... T'entends le texte dans la voix, pis t'es comme... Un exposé oral. Ouais, là. c'est un exposé oral. Tandis que non, si t'arrives, puis là, tu t'en viens te vider le cœur avec le public, tu gardes l'eye contact, t'as l'air vivant. Parce qu'il y en a beaucoup que tu vois juste... Les yeux sont fermés, puis ils lisent dans leur cerveau, là. Lâcher trop vite, est-ce que c'est trop fréquent? Lâcher trop vite. Ben, abandonner trop vite quand tu commences. Est-ce que Abandonner l'humour ou abandonner un gag? abandonner l'humour. Mettons, tu subis un échec, est-ce que tu penses que c'est encore trop fréquent? Comment il devrait réagir à part continuer, puis un jour, ça va... Il n'y a pas beaucoup de monde qui abandonne tout de suite en partant. En tout cas, pour la plupart du monde que je vois passer au open mic, même s'ils se plantent, ils veulent revenir, ils veulent le réessayer. Je suis sûr qu'il y en a, des fois, c'est 100% sûr que ça arrive que il y en a, ils n'ont pas une belle expérience, ils n'aiment pas ça. C'est un peu traumatisant, là. Tu t'en vas devant du monde, puis T'es vulnérable. t'es vulnérable, puis le monde t'aime pas, là. Puis ils te jugent, là, surtout. Si c'est pas bon, tu te fais juger sur un petit temps, là. Ouais, mais... Non, mais je pense, mettons, ceux qui décident d'abandonner auraient abandonné à un certain point aussi. Est-ce que tu penses que c'est trop fréquent de vouloir être bon trop vite? Ben non, tout le monde veut être bon. Tout le monde veut être bon le plus vite possible. Tu sais, c'est ça qui force à travailler aussi fort. Parce- Si tu... Attends un peu. Ouais, si tu veux pas être le meilleur le plus rapidement possible, ben quand tu te dis que tu as des journées de travail, où est-ce que tu écris, comment tu vas te motiver à t'asseoir pour être le meilleur possible ce soir, tu sais? Est-ce qu'un humoriste doit être sur TikTok aujourd'hui? Ben c'est sûr que c'est recommandé. C'est sûr que c'est... Doit être sur TikTok si t'as une bonne idée. Ben moi, à mon avis, là, genre... Je trouve que ça me gosse le monde qui se force à en faire un par jour ou genre le plus possible parce que tout le monde dit genre pour tomber dans l'algorithme, il faut que genre tu ailles pour la quantité, nanana. Puis on dirait je crois pas à ça, que je pense que tu peux arriver de nulle part avec quelque chose de qualité. Faut comprendre aussi le format de TikTok là, que c'est faut que ton hook il arrive dans la première seconde puis que ta vidéo soit short puis que genre il y ait pas de temps mort. Mais je pense que c'est nécessaire d'être sur TikTok, mais de pas se forcer les idées parce que ça marche pas. Tout ce que tu forces à rentrer sur le web va être déformé, va être pas... Est-ce que c'est une bonne idée de brûler justement des gags sur TikTok? Ouais. Ah oui, absolument. Ils sont même pas de temps à brûler en plus. Le monde oublie vite. Là. Le monde, il scroll pendant 6 heures par jour. Fait que ça te donne un follower de plus, ça te donne un like de plus, mais après ça t'arrive sur la scène, tu peux le refaire, puis genre... Ben, t'as pas la même ambiance aussi, là. Non, Regarder c'est ça. TikTok couché dans ton lit ou sa toilette, puis aller dans une salle. Exact. Puis si le monde a aimé le gag, puis ils veulent se déplacer pour venir te voir, peut-être qu'ils espèrent leur entendre, ce gag-là. Qu'est-ce que un humoriste qui débute devrait poster justement sur ses réseaux?
bonne question. Faut que ça vienne en flash. Trouve-toi un concept. Trouve-toi un concept que tu peux exploiter. Prends le temps de bien le faire. T'as pas genre, c'est pas nécessaire. Oui, c'est le fun de genre te dire je l'ai publié, je l'ai fait aujourd'hui. Mais tu peux prendre le temps de bien monter ton concept puis de te préparer. Selon toi, est-ce qu'il faut suivre une trend ou rester soi-même? Reste toi-même. Absolument, faut rester soi-même. Faut pas se dénaturer. C'est ça l'humour, c'est montrer, de un, c'est d'être drôle, mais genre, le plus t'es authentique, le plus t'es toi-même, le plus le monde va pouvoir te reconnaître, là. C'est quoi la qualité numéro 1 pour réussir en humour? Je sais pas, j'ai pas encore réussi. Mais je pense la persévérance, le travail. Faut travailler, faut être décidé. Faut vouloir que ça. Comment on gère un échec? Le temps règle bien les choses. Va te coucher la nuit, porte conseil. Est-ce que tu peux apprendre de tes échecs? Comment on regarde un échec puis on apprend à... Mettons un show Oui, qui tu se peux passe apprendre. mal. Oui, c'est comme dans n'importe quoi. T'apprends de tes échecs. Quand tu débarques de scène, ça s'est pas bien passé. C'est là que c'est le temps d'aller. C'est sûr, c'est vraiment plus le fun de réécouter une vidéo de toi sur scène quand tu pètes tout, parce que t'es comme, je suis un dieu, tout va bien, ha ha ha. Mais quand tu checkes une vidéo de toi qui te plante, tu réalises pourquoi tu t'es planté. Tu vois, genre, tu leur feras pas l'erreur. Qu'est-ce que tu regardes justement quand tu sors sur scène? Est-ce que tu prends conseil? Est-ce que tu... Quand je sors de scène, Mettons un show qui va mal ou un show qui va bien, comment tu prends le pouls, là? Comment tu vérifies si ça s'est vraiment bien passé? Est-ce que tu t'enregistres? Est-ce que tu... ouais, ça, je me filme, mais tu sais, tu le sais tout de suite en partant, là. Tu sais, si ça se passe bien, le truc pour savoir, c'est t'entends les rires. Ouais. Puis si ça se passe mal, t'es entends pas. C'est... Mais ouais, mais après ça, c'est toujours. Mais c'est important aussi de se réécouter. Des fois, tu peux penser qu'un show s'est bien passé parce que t'as entendu rire 3-4 fois, mais c'est ton cerveau qui joue des tours, puis tu te réécoutes, puis tu fais OK, il y a du travail à faire encore là. Comment on reste motivé dans l'humour? Faut rester passionné. Faut. Tu sais, ouais. Moi, ça a été un objectif pendant plusieurs années de juste me lancer en humour. J'y ai réfléchi pendant genre 4 ans. Fait que c'est sûr que un coup que je suis là, puis que là, je me sens avancer dans ma carrière, puis tout ça, c'est définitif que je reste motivé. Là, je reste accroché parce que c'est mon rêve de petit cul d'y arriver. Là, je rentre à l'école. Fait que je sais que genre j'en ai pour 2 ans à être motivé à fond, puis à travailler comme un déchaîné, puis juste toujours regarder en avant. Regarde en arrière pour voir qu'est-ce que t'as mal fait, mais prends pas le temps d'y réfléchir. Selon toi, c'est quoi la réussite en humour? Personnellement, moi, la réussite en humour, c'est le jour où je vais gagner ma vie que de ça. Le jour où j'aurai pas besoin de me lever le matin pour aller travailler au restaurant. Le jour où je vais payer mon gaz, mon loyer, mon épicerie, mes sorties, que de mon art, je vais considérer que j'ai réussi. Après ça, j'aurai d'autres objectifs. D'autres objectifs. Mais je considère vraiment ça, c'est la base. C'est ce que je travaille dessus depuis 4 ans. Est-ce que t'as un rêve en humour? Ouais, Une fois que tu as réussi à vivre de ton art, est-ce que pour la suite, tu t'es fixé justement des objectifs? The bigger, the better. Non, mais tu sais, sky is the limit, puis tu peux. Un coup que t'es là, tant qu'à y être, pourquoi pas aller faire de la TV, partir un podcast, faire tous les projets qui me tentent. Le but, c'est juste d'être le plus heureux possible dans ce qui me passionne le plus sur la terre.
de m'entourer de gens que j'adore. Puis je pense que ça va être ça mon objectif. Là. Est-ce que tu as une salle au Québec qui te fait rêver de vouloir aller jouer là, performer? Ouais. Puis ça sera pas la même que ben du monde, mais moi, c'est la salle Luc Plamondon à Donnacona, qui était genre la salle de mon école secondaire. Que si un jour, si je pars en tournée avec un one-man show, puis je passe là, c'est là que j'allais voir tous les shows quand j'étais petit, quand que les humoristes connus passaient à Donnacona pour faire leur one-man show. Fait que moi, je me vois tellement un jour être là-bas et être comme... Hey, j'avais 12 ans, je venais voir genre Laurent Paquin ici, puis là, c'est à mon tour d'être sur la scène. C'est moi qui ai sa marquise. Est-ce que il y a un truc qui à long terme peut faire une différence dans ta carrière que tu fais en ce moment que à force de persévérer pourrait faire une différence ou... Un truc que je fais pas, je vais changer un peu ta question. Vas-y. Ben, attends un peu. Un truc que je procrastine trop. Fait que ça me fait perdre énormément de temps. Puis je pense que le jour que je vais réussir, puis je vais travailler fort pour que ça arrive, mais le jour que je vais réussir à tasser tout ce niaisage-là de temps que je perds dans une journée, puis le mettre dans du temps de travail, ça va faire toute la différence. Le conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? D'être moi-même sur scène, de pas... Mais tu sais, c'est un conseil que tout le monde dit, mais genre de le comprendre vs de me le faire dire. Mais vraiment juste de triper avec le public, de juste chiller avec le monde, à la place qu'être là avec mon 2 pages et demie, ben pile, ben tête, avec des petits enters de fête à chaque fois que je pense, il y a un gag. Oui, ça aide beaucoup. Puis, comme je te disais tantôt, de réciter. Je faisais beaucoup ça au début, là, je récitais mes numéros. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut suivre ton évolution? Tous les lundis soirs au Vieux-Saint-Hubert à Montréal, je suis là, je chronique, mais là, ces temps-ci, j'anime parce que mon partenaire est parti en France pour quelques semaines. Mais je chronique, je fais un numéro. Souvent, je roast tous les humoristes qui sont passés sur le show aussi. J'adore le roast. C'est ce que j'ai découvert dans la dernière année qui me rend le plus heureux en stand-up, là, de monter sur la scène puis démolir du monde. Si on veut participer justement à l'open mic, est-ce que tu as l'email pour qu'on puisse... Oui, c'est par le site internet Lundi Humour au Vieux-Saint-Hubert. Il y a le lien de mon email pour m'écrire un courriel. Sinon, Tommy Pelletier sur Facebook, tom.pelletier sur Instagram. Je réponds là-bas. Sinon, les réseaux sociaux du Lundi Humour au Vieux-Saint-Hubert, c'est tout moi qui les gère aussi. Fait que c'est... Parfait. Gros merci, Tommy, d'être merci passé, à toi de d'être m'avoir venu à reçu. Saint-Hyacinthe. Merci. Ça m'a fait vraiment plaisir d'apprendre à te découvrir, de connaître l'humoriste derrière Ça m'a fait ce plaisir personnage. d'être là. Finalement, pouvoir. Oui. Pour terminer, gros merci d'avoir écouté cet épisode-là. N'hésitez pas à vous abonner, partager, puis aller acheter des billets au 22mai.shop pour mon spectacle bénéfice le 22 mai au Cinémasca. Puis je pense que c'est tout.